Noël Le Graët vient d'être élu à la tête de la 3F avec un gros pourcentage au premier tour. Est-ce une surprise pour vous? Un gros pourcentage, non, c'est pas si énorme que ça. Habituellement, dans ce genre d'élection, on est plutôt à du 80-20. Et là, même si Jacques Rousselot est parti tard dans sa campagne, ça fait du 57-43. C'est presque un peu surprenant. Et ça s'est peut-être même décidé dans la dernière ligne droite, dans la dernière nuit, puisqu'on sait que les clubs professionnels pèsent très lourd dans cette élection, à mon goût trop lourd, mais cette réforme a été paradoxalement guidée par un dirigeant amateur, mais bon, qui a peut-être pas trop défendu les 2 millions de licenciés. Et quand on fait le calcul, et les adversaires l'ont fait, les adversaires de Le Graët l'ont fait, ce calcul, ça tient à 5 ou 6 clubs pro qui ont basculé d'un côté par rapport à l'autre. Parce que là, il y a 15 points d'écart, on va dire 14 points d'écart, mais pour faire basculer le résultat, il faut gagner 7 points. Il ne faut pas gagner 15 points, il faut gagner 7 points ou 8 points. Et donc ça a été, moi, plus serré, et je vous avoue que ça a été pour Noël Le Graët et ses colistiers, ça a été un soulagement. Ils étaient inquiets et moi, au vu du résultat, je comprends qu'ils aient été inquiets. En tout cas, pour une fois, nous avions 2 très bons candidats, 2 très bonnes têtes de liste. Je pense qu'ils ont été... la différence s'est presque faite sur les colistiers. À votre avis, Jean-Michel, comment se porte le football français? On sait que vous avez un œil averti là-dessus. Il se porte bien. Il se porte bien. Malgré ce qu'on peut entendre. Non, malgré ce que des gens peu informés et parfois, allez, un peu jaloux, peuvent colporter. Il se porte bien en termes de licenciés, il se porte bien sur le plan économique, même si parfois il y a des erreurs. Quand je parle économique, c'est ce que la fédération et la ligue envoient vers les districts et les clubs. D'une manière générale, du matériel, il y en a, de la formation, il y en a, si on veut s'en donner la peine. Par exemple, je prends un exemple très simple. Former les éducateurs, pour moi, est quelque chose de primordial, essentiel, capital. Eh bien, parfois, ça coûte de l'argent de former des éducateurs. Parce que les organismes de formation coûtent cher, coûtent trop cher, beaucoup trop cher. Bien, ici, grâce à l'apport, grâce à l'aide du conseil départemental, qui prend une grande partie de la formation en charge, grâce à ce qu'on appelait les bons de formation, qui étaient distribués par la Fédération française de football, la formation des éducateurs, d'un éducateur, que nous pouvons dispenser, nous, districts, ne coûte rien au club. Ça coûte rien. Donc, quand ça coûte rien, les gens ont davantage tendance à être attentifs à ce qu'on leur propose. Et nous, dans ce district, on parle peut-être sur le plan national, on y reviendra, mais dans ce district, les formations, pour ce qui est les modules pour les tout petits, les U9, pour les U11, pour le CFF1, FF2 et CFF3, ça ne coûte rien au club. Donc, des choses positives, il y en a. Il va bien, moi je pense qu'il pourrait aller mieux, pour aller mieux de plusieurs façons. La première, c'est que ce qui se passe dans les districts, ce qui se passe dans les ligues, devrait être contrôlé par la Fédération française de football ou la Ligue du football amateur. Ça devrait être contrôlé. Vous savez, il n'y a que les gens qui ont des choses à se reprocher qui ne veulent pas être contrôlés. Moi, je veux bien être contrôlé tous les jours. Il n'y a strictement aucun problème. Ils peuvent venir me contrôler le matin, l'après-midi et le soir. D'accord ? Mais en même temps qu'ils vont me contrôler, moi, en contrepartie, je vais leur demander de m'aider, de me donner des conseils. Si parfois je fais une erreur, et voilà. Donc, je trouve que de ce côté-là, la Fédération française de football
et c'est l'un de mes chevaux de bataille, c'est qu'il faut à tout prix que les districts et les ligues soient contrôlés, parce qu'il faut savoir ce que l'on fait de l'argent que l'on donne. Juste un mot pour terminer sur l'aspect national. Petite question sportive. La déroute du PSG pour Jean-Michel, elle était prévisible au Barça ou c'est une grosse surprise? Pas du tout. C'est faute professionnelle, on peut dire? Bon, je ne sais pas, c'est pas une faute professionnelle puisque c'est arrivé. C'est arrivé. Mais en tout cas, les gens qui étaient sur le terrain, ou pas sur le terrain, n'ont pas fait ce qu'il fallait avant et n'ont pas fait ce qu'il fallait pendant. C'était inadmissible. Inadmissible parce que tout est résumé aussi dans la performance du Barça. Si vous tombez sur une équipe qui ce jour-là est irrésistible, qui a trempé les pieds dans le bénitier, comme on dit chez nous, et puis voilà, et tout leur réussit, ils frappent de 30 mètres, ils attrapent la lucarne. Bon, ça peut arriver. J'ai connu ça. J'ai connu ça avec une équipe qui s'appelait le PSG Eindhoven. Nous avions été battus 2-0 chez eux, et au bout de 7 minutes au match retour, on menait 3-0. Chaque fois qu'on tapait au but, on marquait. Bon, ça nous arrive une fois tous les 5 ans. Voilà. Là, ça n'a pas été le cas. Parce qu'on a eu un Barça, je dirais pas moyen, mais on a eu un Barça, on l'a vu dans les saisons précédentes, il nous est arrivé de voir des matchs du Barça bien supérieurs en termes d'intensité, de qualité, à celui que l'on a vu là. Donc, ça n'a pas été un Barça irrésistible. Ça n'a pas été mené par un Messi qui est sur une autre planète. Voilà. Donc, et quand vous êtes battu 6-1 par une équipe qui aurait pu être nettement supérieure à ce qu'elle, c'est inadmissible. C'est inadmissible concernant le comportement avant et pendant. Après, c'est trop tard. Jean-Michel, bonjour. Merci d'abord de nous avoir accueillis, de prendre sur votre temps. En Dordogne, à Marsac-sur-l'Île, 1232 clubs présents. À plus de 63%, Saïd Edjimi l'emporte. Il devient le nouveau président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, en fusion avec le Centre-Ouest. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait la différence quant à la course à la présidence? Par rapport aux autres candidats, vous voulez dire? Oui, oui. C'est dans l'air du temps aussi, hein, le renouvellement. Je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure concernant la défaite du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si Saïd Ndjimi a été bon. Ce dont je suis sûr, c'est que ces deux adversaires ont été mauvais, voire très mauvais. Donc ça lui a facilité la tâche. Peut-être aussi que les clubs avaient envie de renouvellement. Peut-être que les clubs avaient envie de voir autre chose, probablement dans la présentation, dans les objectifs, dans le programme. Maintenant, reste à savoir comment ça va être mis en musique, tout ça. Et puis, oui, c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai que les clubs ont aussi sanctionné le fait que les deux présidents sortants n'aient pas réussi à faire cause commune, à s'entendre. Et peut-être que ça a été un handicap insurmontable. Voilà, ils n'ont pas été bons en ne cherchant pas l'alliance, en ne trouvant pas de terrain d'entente. Les clubs, ils aiment la tranquillité, les clubs, ils aiment la sérénité, les clubs, ils aiment avoir passer son temps à se chamailler pour savoir qui sera tête de liste, qui sera numéro 2, où sera le siège, où sera ceci, cela, c'est le cadet de leurs soucis. Le cadet de leurs soucis. Et malheureusement, certains ont passé leur temps à ça. Ils en ont subi les conséquences. Voilà. Il n'y a pas de baisse pour les clubs de l'ex-Ligue d'Aquitaine. Et puis à un moment donné, quand vous harmonisez, ça veut dire parfois baisser sur certains produits et augmenter sur d'autres, voilà, et pour arriver à un équilibre. Mais je ne vois pas aujourd'hui,
je ne sais pas quels vont être exactement quels vont être les tarifs, mais il faut qu'ils soient les mêmes pour tous. Pas plus de 2 mandats? Pas plus de 2 mandats, oui. Je trouve que c'est très politique. Plus de femmes dans les commissions? Vous en pensez quoi? Mais je vais vous donner un petit exemple. Bon, pour Saïd, il aurait peut-être pu montrer l'exemple dans sa liste. Il y en a une. Il y a une femme et il y a une femme par obligation. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, vous? Ah, moi je ne pense que du bien. Je ne pense que du bien. D'abord, ce n'est pas un hasard si la vice-présidente du comité de direction secteur Béarn, vice-présidente, est une femme, et pas par hasard, qui s'appelle Yvonne Boy. Et qui d'ailleurs défend le foot féminin. Elle a plusieurs casquettes, elle le défend bien, elle le défend âprement. Donc ce n'est pas un hasard. Il y a la présidente de la commission du foot d'animation, qui est l'une des pièces fortes, l'un des compartiments très forts de notre district, et qui s'appelle Valérie Lopez. Voilà, et en plus, elles travaillent très bien et en général, elles sont très écoutées. Un projet quant au championnat jeunes et seniors? D'abord, là aussi, c'est ce que je voulais peut-être ajouter tout à l'heure. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne ici, les districts. Et on subit un peu, parfois on est décisionnaire, mais rarement. Vous avez votre poids quand même. Oui, mais par exemple sur les championnats, c'est pas des championnats, ça ne va pas du bas vers le haut. Ils ont décidé par exemple que le CFA 2 devenait ce qu'on appelle le National 3 et que ce National 3 allait être grosso modo ce qu'était la division d'honneur avant. Mais sauf qu'il y a une petite différence, c'est géré par la Ligue. C'est l'équivalent du CFA2 puisque nous avons 12 clubs, 12 équipes en Nouvelle-Aquitaine, plus les 2 de division d'honneur qui vont monter. Ça fait 14, on a une poule complète. Et derrière, il faut tenir compte de l'aspect économique, de l'aspect géographique. Et ils ont décidé de réduire un petit peu les championnats régionaux. Donc c'est une petite réforme, et le problème c'est qu'il y en a une qui était intervenue il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il y avait eu la suppression de la division supérieure régionale, et là il va y avoir la suppression de la R4, ce que l'on appelle la promotion de ligue. Alors l'année prochaine ça va faire un peu de dégâts. Mais allez, on va perdre en ex-Ligue d'Aquitaine, on va perdre une dizaine d'équipes. Voilà. Mais on va se rattraper. Vous parliez tout à l'heure de formation, vous allez me dire si je me trompe, obligation d'avoir cette année ou l'année prochaine le diplôme d'entraîneur. Obligation pour les clubs nationaux d'avoir un label jeune, soit excellence, soit élite, pour le Pau Football Club par exemple qui est en national. Voilà, pour obtenir des aides et pour être en conformité. Mais on n'a pas attendu, nous, d'être dans le système de l'obligation. Nous avons, dans ce petit district des Pyrénées-Atlantiques, nous avons, au niveau de la formation, nous sommes très, très, très en pointe grâce à l'équipe technique, grâce aux formateurs, et on dispense en moyenne entre 250 et 300 formations par an. Alors, une dernière question avant de laisser la parole à mon ami Thierry. Un projet bénévole, on estime à 500 000 bénévoles aujourd'hui. Sans eux, eh bien, rien n'existerait. Ils sont un peu partout, dans le silence aussi. Certains dans les bénévoles se disent qu'ils ne sont pas assez valorisés. Qu'est-ce qui va se passer pour eux cette année? Rien. 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 Non, le statut du bénévole ne changera pas. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique à ce que ça change. Il n'y a aucune volonté politique. Tant que ça marche comme ça, on continue. Ne vous faites pas de soucis. C'est pas pour cette raison
je ne pense pas que les indemnités parlementaires vont baisser, par exemple. Ce dont je suis sûr, c'est que les aides au fonctionnement du district venant du département va baisser, que le CNDS va baisser. Voilà, nous n'arrêtons pas dans notre district d'avoir davantage de licenciés, de faire plus d'actions et d'avoir des subventions qui baissent. Comment voulez-vous et le statut du bénévole, le statut du bénévolat, ne vous faites pas d'illusions, il n'y en aura pas, parce qu'il n'y a aucune volonté de la part des responsables de s'en occuper. Je vais prendre un exemple très simple, très simple. Il y a la journée des bénévoles. Tout à fait. La journée des bénévoles, qui soi-disant, la journée bénévole, c'est une invitation de la Fédération française de football pour quelques bénévoles des districts qui sont désignés par les clubs, hein, puisque nous, on accepte, mais c'est des candidatures libres. Donc il y a 5 ou 6 bénévoles qui montent à Paris tous les ans pour la finale de la Coupe de France. Et dans l'aide qui m'est attribuée, je vois que l'aide, on m'a aidé à 100%. Donc cette journée des bénévoles, c'est une véritable invitation où les bénévoles sont pris en charge à 100% par la fédération. Mais c'est faux. C'est faux. Parce qu'ils mettent à 100% de leur plafond. Donc 100% de leur plafond, c'est 850 €. 170 € par bénévole. Or, quand il y a 5 ou 6 bénévoles qui partent de Limbeil, qui vont à Bordeaux, qui de Bordeaux partent la veille, parce qu'ils vont pas arriver quand même, ils vont pas partir à 5 h du matin ou à 4 h du matin, depuis je sais pas, depuis la Varence, ça me coûte 2250 €. 2250 moins 850, c'est-à-dire qu'on m'invite, mais je paie plus cher que mon hôte. À un moment donné, il ne faut pas se moquer de la figure des gens. Voilà ce qu'est le vrai statut du bénévole. Le statut du bénévole, on en dit beaucoup, on en fait beaucoup, et à la sortie, il ne se fait rien. En tout cas, moi, le bénévole des Pyrénées-Atlantiques coûte beaucoup plus cher que le bénévole de Seine-Saint-Denis, pour qui il faut, pour participer à cette journée, un ticket de RER aller à 10 € et un ticket de RER retour à 10 €. C'est pas tout à fait le même prix. Donc quand je dis ça au président de la fédération ou à la Ligue de football amateur, on me dit oui mais je suis pas d'accord. Oui non mais moi je serais d'accord quand ça, vous savez les Bernais, 100% de 2250, c'est d'une simplicité absolue égale 2250. Je vais faire un peu d'autosatisfaction puisque c'est le district qui a la plus forte augmentation de toute la Nouvelle-Aquitaine et de très loin. Nous avons 8,74% d'augmentation de licenciés, ce qui est absolument remarquable, et nous avons passé le cap des 18 000 vrais licenciés, puisque maintenant en informatique, un joueur égale une licence. Et donc auparavant il y avait quelques licences qui restaient dans les tiroirs, maintenant ce n'est plus le cas, plus de 2000, une licence. Un joueur. Il se porte très bien en termes de qualité, grâce à nos 3 clubs nationaux et grâce au Pro Football Club, ce qui est très bien. Le Pro Football Club a retrouvé une division qui était la sienne pendant des années, puisque c'était à un moment donné le club doyen du national. Se porte mieux parce que il y a aussi une volonté, notamment à Pau, de rattraper, je dis pas de rattraper un peu en termes d'équipement un retard colossal, mais colossal. Nous avons été totalement oubliés par les précédentes mandatures. Ça a été une catastrophe, une vraie catastrophe, où les vestiaires ressemblaient à des cours de cochons au Camisalier, où l'adjoint au sport ne savait pas qu'il y avait une fuite pendant des mois avec un tuyau comme ça qui déversait de l'eau à 70 degrés et qu'on ne pouvait pas prendre d'eau. Enfin, ça a été une catastrophe. Catastrophe. Au-dessous de tout, à savoir, bon, on disait, mais sur un terrain de football, vous pouvez jouer. Non, attendez, sur un terrain de basket, vous pouvez enchaîner 10 matchs consécutifs
le parquet, il va pas bouger sur un terrain de foot. Vous n'allez pas... Est-ce que vous savez quand même que nous sommes de très très loin, à Pau, je dis nous parce que je suis à Bizanos et natif de Bizanos, un terrain synthétique pour 85 000 habitants. Mais vous savez que je pense qu'en France, on doit avoir la médaille d'or. Mais la médaille d'or dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous allez à Bayonne, il y a 6 terrains synthétiques. Il y en a un à Jean Daugé, il y en a un au Rempart, il y en a 2 à Floride, il m'en manque 2, il y en a 3 à Floride, bon, il y a 5. Vous allez à Anglet, il y en a 3 ou 4. Vous allez, je sais pas, pour un terrain synthétique pour 85 000 habitants. Quand je dis ça à mes collègues, ils n'en croient pas leurs yeux. Il y a la prévision là, pour 2 ou 3 terrains en ce moment. Il y a la prévision d'abord d'un stade de football, ce qui est quand même la moindre des choses. Qui est tard d'arriver quand même. Oui, mais enfin, ça a commencé. Il y a un stade de football avec un synthétique et une pelouse naturelle. Justement, Jean-Michel, les résultats du Pau FC, actuellement, bon, on sait qu'ils sont un peu dans le dur quand même. Bah, c'est la première année, ils ne vont pas non plus jouer le premier rôle. Voilà. Est-ce que l'apport de ce terrain va pouvoir dynamiser le club? J'en sais rien, c'est compliqué à dire, mais il est normal que pour le Pau Football Club ou d'autres équipes, parce que ce sera un terrain, c'est le terrain de football de Pau, donc c'est pas le terrain de football du Pau Football Club, hein, c'est le terrain de football de Pau. Et si un jour il y a une autre équipe qui a besoin d'y jouer parce qu'elle arrive au 8e tour de Coupe de France, que ce soit les Bleuets, les Bourbaki, la JAB, que sais-je, bon, ils en profiteront. On a un retard considérable et on a perdu intramuros un nombre incroyable de licenciés. On a réussi à restabiliser, mais parce que si vous allez à Lons, les installations sont meilleures. Si vous allez à Billère, les installations sont meilleures. Si vous allez à Jurançon, les installations sont meilleures. Donc, dans la périphérie de Pau, on a fait le boulot, on a fait le travail, et les gamins, quand vous arrivez, vous finissez un entraînement en plein hiver et que vous êtes à peu près en état, c'est quand même mieux que d'être crotté de la tête aux pieds et de ne pas pouvoir prendre une douche. Ça a été le cas. Moi, j'invite les anciens, j'invite les élus à faire une séance d'entraînement au Camisalier il y a 4 ou 5 ans et à prendre une douche derrière. Mais non, mais il faut s'immerger. Il ne s'agit pas de dire il faut s'immerger. Et venez, faites une séance d'entraînement avec les enfants, et puis derrière vous allez prendre une douche. Vous n'allez d'abord même pas vous déshabiller dans les vestiaires. Aucun respect. Aucun respect. Oui, Jean-Michel, donc on parlait des clubs qui étaient un peu dans le dur en ce moment. Le FC Oloron, oui. Ça te fait mal de voir ce club Oui, parce que d'abord, moi j'ai connu Oloron avec non pas un club, mais 2 clubs, puisqu'il y avait Saint-Gratte et il y avait le FC Oloron. Il y avait deux clubs. Bon, l'histoire a réuni ces 2 clubs. C'est pas la raison pour laquelle il y a plus de licenciés maintenant qu'avant. Hein. Non, mais c'est pour revenir sur les fusions. Oui, c'est un problème. C'est un problème pour le club, c'est un problème aussi pour les licenciés, pour ceux qui sont là, pour les bénévoles, pour les, quand je dis pour les gens qui sont dans le club et autour du club. Mais je crois aussi quand même que c'est malheureusement le résultat d'une gestion un peu hasardeuse, et en tout cas qui était sans commune mesure avec les possibilités financières d'Oloron. Moi je connais, je sais ce que vaut, ce qu'est le budget d'un club qui est tenu, où le moindre centime est regardé à la loupe. Un club de 270, on va dire 270, 280 licenciés, dont une équipe est en Ligue, parce que qu'elle soit en promotion de Ligue ou qu'elle soit en R3, les déplacements, on est à quelques centaines d'euros, à 1 millier d'euros près. Voilà.
qui a eu deux équipes seniors en district, qui a une équipe U19, qui a une équipe U17, qui a une équipe U15, qui a une école de football, je sais à 500 € près le budget nécessaire. C'est entre 39 000 et 41 000 €. 39 000 et 41 000 €. Je vous assure, avec ça, vous ne faites pas de folie. Hein. Vous ne faites pas de folie, mais quand vous n'avez pas la possibilité de ramasser plus que ça, parce que ça vous permet aussi, dans ces cas-là, de faire des cotisations, à ne pas confondre cotisation et prix de la licence, puisque le prix de la licence est compris dans la cotisation, mais quand vous faites des cotisations à l'année, licence comprise à 55 ou 60 €, ben vous avez davantage de gamins, vous êtes davantage dans votre rôle. Donc, moi, quand des clubs qui sont équivalents à ça ont un budget qui est 2,5 fois celui-là, où est-ce que vous allez chercher l'argent? C'est pas le maire d'Oloron qui va vous donner la différence. C'est pas les recettes à la buvette. C'est pas... Voilà, gagner 1000 €, c'est beaucoup. Donc, il y a eu des erreurs de gestion, mais après, une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on l'a constaté, une fois qu'on l'a alerté, je suis d'autant plus à l'aise que mes rapports avec le FC Oloron, mes rapports n'ont pas été toujours, ou n'ont pas été souvent très calmes. Mais moi, après, ce qui m'intéresse, c'est que le FC Oloron devienne le Oloron Football Club, ou que peu importe, mais que les enfants jouent, que la fin de la saison soit assurée, que même si le district perd de l'argent, ou parce qu'ils ne pourront plus assumer, parce qu'ils ont leurs comptes qui sont saisis, il faut à tout prix que les jeunes, ils ne sont absolument en rien responsables de cette situation. Est-ce que vous pensez que le U8, U9 de Oloron, il est au courant de ça? Il n'en sait rien, il ne sait même pas en quelle division il joue sur l'équipe première. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'être bien accueilli au club, d'avoir une bonne séance d'entraînement, le samedi matin de faire les plateaux, de participer aux journées d'accueil, de participer à la journée nationale des débutants. Voilà ce qui les intéresse aux enfants, d'être bien encadrés. Et ils sont en rien responsables. Donc moi, je gomme tout ce qui a pu faire. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce club-là termine la saison. J'ai vu les responsables et cette façon aussi de faire, qu'ils puissent terminer la saison. C'est aussi le meilleur moyen de bien commencer la prochaine. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le dépôt de bilan égale équipe première. Mais chez les jeunes, ça ne va impacter en rien la vie du futur club. En rien. Dire que les U17, ils entreront au niveau où ils le souhaitent, les U15 au niveau où ils le souhaitent, s'ils peuvent avoir une équipe U19 au niveau... Donc ça n'impactera rien. Après, bon, les seniors, c'est différent. Il y a des règlements, on ne peut pas passer outre, mais voilà, on essaie de tout faire pour sauver les 270 licenciés, dont sur les 270, il y en a 265 qui sont absolument étrangers à la situation du club. Et le rôle du district, c'est d'aider ces clubs-là à se développer, c'est d'aider ces clubs-là à continuer, d'aider... J'ai tiré la sonnette d'alarme, hein, madame. J'ai tiré la sonnette d'alarme au FC Oloron quand au retour d'une finale de Coupe de France, finale de Coupe des Pyrénées, ils endommagent le bus dans lequel, bus d'Oloron dans lequel ils sont. À un moment donné, vous dites attention, je pense que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et malheureusement, à un moment donné, voilà. Mais je crois qu'on a sauvé l'OFC Oloron. On fait modestement, discrètement, et puis les choses vont repartir. Alors l'année prochaine, Oloron ne sera plus en Ligue. C'était ça ou tout perdre, madame. Donc je préfère que l'année prochaine, il y ait une équipe U17, une équipe U15, même deux équipes U15 peut-être, et des U13, et puis l'école de football, et ils remonteront, et ils repartiront.
Donc on s'en va vers de grosses mutations. Non. Non. Pourquoi? Au niveau Des seniors. Ouais. Oui, bon, ils feront ce qu'ils veulent. Et s'ils ont, vous savez, les joueurs, ils touchent quand ils marquent un but, ils prennent leur écusson. On va voir s'ils prennent leur écusson ou s'ils prennent la tangente. On verra. C'est leur conscience qui décidera. Bon, vous savez, si la JAB de Pau descend en 5e division, ce sera toujours pour moi la JAB de Pau. Ça c'est sûr. Ben, j'en doute pas.